Ouais, on va donner la parole à Horace puisqu'on a rétabli la liaison. Merci. Où est le... Venez. Horace, tu es connecté et l'amphi te reçoit. Parfait. Bonjour mesdames, messieurs, chers collègues, je suis désolé pour ce contretemps technique. C'est un grand plaisir de rejoindre cette réunion à côté des chers amis comme Frédéric, Sofiane, Pierre et tous les autres. Et donc j'ai préparé 2 cas qui me semblent un petit peu plus sortir de l'ordinaire et qui nécessitent vraiment une discussion pluridisciplinaire. Donc, le premier cas concerne une jeune femme de 18 ans que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, donc qui est vierge et qui vient avec une endométriose rectale et des endométriomes volumineux bilatéraux. Donc, elle a 18 ans, elle est vierge, elle a une sœur fausse jumelle, enfin je dis fausse parce qu'elle ne ressemble pas vraiment, qui décrit exactement le même symptôme. Elle a eu ses premières règles à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire depuis 5 ans. Elle a un cycle ovarien de 30 jours, elle a des règles pendant 8 jours, et pendant les 3 premiers jours des règles, elle a des douleurs horribles avec absentéisme scolaire et des douleurs plus modérées à partir du 4e et 5e jour. Donc je l'ai fait répéter 2 fois. Je dis, est-ce que vous êtes absent à l'école 3 jours par mois, tous les mois, depuis 3-4 ans? Elle dit oui. Elle a aussi des douleurs en dehors des règles, mais qui sont plus modérées. Elle a des douleurs rectales, notamment pendant les règles, quand elle va à la selle, avec des douleurs en bas du dos, douleurs dans les cuisses qui descendent jusqu'au genou. Lorsqu'elle a très mal pendant les 3 jours, elle dit qu'elle est incapable de se lever. Elle a une constipation de fond. Et donc, elle dit tous les mois, je me rends aux urgences pour obtenir de la morphine. Et la pilule, paradoxalement, n'avait pas été encore proposée. Bien sûr, je ne l'ai pas examinée, je n'ai pas fait d'examen gynécologique. Et honnêtement, j'ai pu m'en passer parce qu'à l'IRM, vous voyez très très bien ce qu'elle présentait. Donc, est-ce que je présente l'IRM ou est-ce que Benjamin va le présenter? Le micro. Merci Horace. Donc en IRM, là, vous avez des séquences sagittales T2 du côté droit et puis séquences en T1 du côté gauche. En T1, vous voyez que ce qui est mesuré, c'est des endométriomes ovariens bilatéraux. Et puis en T2, le signe de la flèche, hein, vous voyez l'atteinte du moyen au rectum sur à peu près bien 3 cm. Et puis en arrière, au niveau de l'utérus, vous voyez une infiltration du torus, du cul-de-sac vaginal postérieur, de la cloison recto-vaginale avec une adénomiose externe corporeale postérieure. Vous voyez qu'il y a plein d'épanchements qui est silhouetté qui permet de silhouetter des adhérences péritonéales importantes à la fois dans l'espace vésico-utérin et au-dessus du Douglas parce que le Douglas est symphisé par l'atteinte endométriosique postérieure. D'accord, donc nous sommes devant une patiente qui a des règles depuis 5 ans et qui a une période jusqu'à l'arrêt complet des règles, donc à la ménopause, donc une période de 30 à 35 ans devant elle. Donc la question était comment on le gère et mais du coup, j'attends vos suggestions et après on va confronter avec ce que nous avons décidé dans notre... Pierre dans notre RCP. Donc excuse-moi, j'étais en train de discuter. Sofiane comme traitement médical, j'ai juste cette notion-là qui me manque. Elle n'a rien eu.
Bon, donc là, dans sa situation, au vu de l'importance des symptômes douloureux, la première nécessité, bien sûr, c'est de mettre en place un traitement médical. Des preuves, je dirais, mais on est probablement assez peu optimiste sur le fait qu'elle soit complètement soulagée par ce traitement médical au vu de l'importance de la lésion. Et après, bien sûr, se pose pour elle une indication de chirurgie sous réserve de cette évaluation. La question de son évaluation, est-ce que, en termes de bilan, est-ce que c'est suffisant pour vous en radiologie ou est-ce qu'il y a une indication de coloscanner? Nous, on n'a pas du tout la culture du coloscanner. Moi, j'en fais jamais. J'en fais plus. On en faisait un moment à Tenon, on a arrêté. On a la culture plus de l'antéro-IRM et encore, on n'en fait quasiment pas en ville. On fait juste, on n'en fait jamais. Voilà. Et donc voilà, traitement médical d'épreuve, réévaluation, et si échec et persistance de la douleur, donc chirurgie. Sur le plan rectal, donc bien sûr, probablement là, peut-être une discoïde antérieure, je pense que ça devrait être accessible à cette lésion. Et le deuxième point, pour les ovaires, on en a discuté juste avant, Horace n'était peut-être pas connecté, mais il y avait une discussion par rapport à ce sujet, sur des patientes qui sont vierges, qui ont une endométriose ovarienne bilatérale, à qui on pourrait proposer une préservation de la fertilité, mais la virginité pose question. Donc on avait proposé plusieurs alternatives, mais je pense que ça devrait être évoqué de manière immédiate ou à distance quand il y aura un début d'activité sexuelle. Sofiane, tu as un point de vue sur ce... Moi, j'aurais tenté, même si elle est jeune, le Dienogest pour réduire le volume des endométriomes et puis préservation de fertilité. Et j'aurais temporisé au maximum pour la chirurgie. Voilà, en espérant qu'en 25-26, de nouveaux médicaments arriveront. Peut-être que quelqu'un inventera un médicament Horace qui permettra de réduire le volume de ses lésions entre ses 18 ans et ses 45 ans. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Voilà, j'aurais fait Dienogest, préservation et temporisation. Il y a une question derrière. Il y a une question dans la salle. Bonjour Horace, Christine Levesque. Je suis contente de te voir en visio. Juste, en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant là chez cette patiente que tu décris de 14 à 18 ans, elle est dysménorrhée, c'est forcément une patiente qui est hypersensibilisée. Et donc là, ce qui va nous manquer un tout petit peu, effectivement, c'est l'examen clinique qui, dans le programme en fait de réhabilitation, parce qu'en fait, et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut surseoir à une chirurgie, essayer de traiter médicalement cette patiente dans un premier temps. Bien sûr, pour plusieurs choses, ça fait une phase première de réhabilitation pour moduler la douleur. Et si on doit l'opérer, on l'opérera dans de meilleures conditions. Mais l'examen clinique, effectivement, il va être assez important parce que ça va nous permettre de aussi optimiser sa qualité de vie parce qu'on va traiter vraiment ça. Si elle a une vestibulodynie associée, si c'est une femme qui a des syndromes myofasciaux, etc. Pour mettre en place un programme qui est complet. Parce que si on lui propose qu'un traitement médical chez cette femme, on va se retrouver probablement en échec thérapeutique. Si c'est juste un traitement hormonal, peut-être elle a besoin d'un traitement central, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci ton commentaire et de cet oubli de ma part. Je pense que clairement, s'il y avait un projet de prise en charge en antalgique complète, bien sûr, le traitement médical dont je parle, mais ta prise en charge, ce que tu proposes sur le plan de la prise en charge en algologie de manière beaucoup plus générale, je pense que c'est impératif pour elle. Ouais. Pourquoi vous ne proposez pas une ponction des endométriomes ovariens avec étalonisation, même si ça n'est pas encore validé? Elle est vierge, hein? Et ça réduirait la douleur des endométriomes. Pas qui parle. Voilà. Vous pensez donc à une ponction par voie célioscopique, sachant qu'elle est vierge? Oui. Alors après, Horace, on va te laisser commenter cette proposition. Donc la proposition qui est faite, c'est de faire une célioscopie, si je comprends bien. C'est bien ça, madame? Ponctionner les endométriomes et les éthanoliser. Et donc de faire un drainage et une sclérothérapie seule des endométriomes, et donc en laissant la lésion rectale en place. Ah non, on l'enlève si c'est faisable en même temps, puisqu'elle a des signes rectaux, oui. Mais on pourrait traiter les endométriomes en même temps. Ah, je pense que s'il y a une chirurgie prévue, il y aura un traitement simultané. Je vais laisser Horace en parler, mais dans la description du protocole opératoire qui sera engagé si jamais elle était opérée. Mais oui, clairement, oui. Horace? Tout à fait. Donc,
je lui ai fait une proposition, bien sûr, à elle et à sa maman tout de suite après lors de la consultation, et j'ai présenté le cas en staff, et ils ont fait des petits ajustements. Donc, comme la patiente n'était pas sous pilule, je lui ai demandé de faire un bilan de réserve ovarienne au troisième jour des prochaines règles, et ensuite prendre une pilule en continu et de ne plus l'arrêter. Ensuite, de présenter son dossier au stade de préservation, mais tout en sachant qu'il semble que la congélation la plus efficace, c'est vers l'âge de 22 ans, et surtout que d'ici là, elle aura eu probablement des rapports sexuels. Le drainage des endométriomes, donc, comme a proposé notre collègue, c'est une option extrêmement valable. Donc, soit avant la ponction pour permettre la ponction des ovocytes, soit plus tôt si la douleur persiste malgré la pilule. La chirurgie de l'endométriose rectale reste une option. J'ai expliqué que c'est très intéressant de la faire lorsque la lésion ne grossit pas, parce qu'effectivement, maintenant, elle est parfaitement accessible à une exérèse discoïde, ce qui préserve l'ampoule rectale, donc ce qui offre les meilleures conséquences fonctionnelles. Et donc, cette chirurgie rectale, on va le faire au moment où les symptômes seront mal contrôlés par la pilule ou par les analogues. Et bien sûr, ça va être une chirurgie un petit peu plus complexe parce qu'il y aura sans doute une exérèse du fond vaginal. Donc, il y aura un risque de fistule d'à peu près 2 à 3%. On ne va pas faire stomie d'emblée parce qu'on ne le fait plus jamais, mais il y a quand même un risque de fistule à prendre en compte. Donc, la préservation plutôt vers l'âge de 22 ans. Et bien sûr, j'ai demandé à sa sœur de passer une IRM et de consulter. Donc, ce que le staff a modifié dans mon attitude, c'est moi, j'aurais fait la préservation plus rapidement. Donc, j'avais proposé pilule, drainage, préservation, avec une ponction transabdominale. Je voulais savoir si ça se fait ou pas. Et donc, on m'a dit que du point de vue technique, c'est plus intéressant de faire vers l'âge de 22 ans. Donc, c'est la modification apportée par le staff. Donc, j'ai préparé ce cas parce que je trouve qu'il y a quelques points importants à retenir. On n'est jamais trop jeune pour une endométriose sévère. Jamais. Je ne dis pas qu'on voit partout, mais il ne faut absolument pas manquer le cas comme celui-ci. Surtout une jeune femme, une lycéenne qui manque 3 jours d'école tous les mois, c'est quand même quelque chose de très, très, très hautement évocateur d'une endométriose. Juste à ce sujet-là, Horace et Frédéric, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation des infirmières scolaires à faire pour repérer ces patientes-là beaucoup plus tôt qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça répondrait à la question de notre collègue sur le cas précédent, en termes de dépistage précoce. Et le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour le faire, mais je pense qu'il va falloir trouver les moyens de sensibiliser. Nous, dans le 93, on a fait comme ça quelques topos dans des lycées, dans des écoles, et bon, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais je pense qu'il y a quelque chose à pousser dans cette direction. Tout à fait, mais quand on était à Rouen, donc il y a déjà 6 ans bientôt, Isabella Chanavas, elle avait formé toutes les infirmières scolaires de la Seine-Maritime. Elle avait pris sa voiture et donc elle est allée former avec Endo-France. Donc c'était vraiment un travail exceptionnel. Mais il faut faire ça effectivement partout. Parce qu'on peut identifier, bien sûr qu'on va identifier beaucoup de jeunes femmes, des lycéennes qui sont douloureuses et qui ont des problèmes psychologiques, qui n'ont pas d'endométriose, c'est sûr. Mais par contre, on va identifier quelques cas d'endométriose sévère comme celui-ci. Il ne faut pas faire des kystectomies, surtout pas. Quelles qu'elles soient les raisons, c'est interdit de faire des kystectomies à cet âge-là, avant la préservation, parce qu'il y aura un effondrement de la réserve ovarienne. Et donc, il faut privilégier, comme notre collègue l'a souligné, ponction, drainage et alcoolisation, si douleur très importante, tout en sachant que les douleurs, la grande partie des douleurs ne viennent pas tout à fait, probablement pas des endométriomes, mais de l'endométriose profonde. Et bien sûr, contrôler la flatterie. Est-ce que vous faites signer la patiente un papier comme quoi la correction de la douleur n'est pas à 100%? Ou bien si elle vous pose la question avant des chirurgies comme ça, combien j'ai de chances d'être beaucoup mieux? Qu'est-ce que vous répondez?
J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut faire signer? Si la patiente vous pose la question avant une chirurgie dans ce contexte-ci, combien j'ai de chances d'être beaucoup mieux? Qu'est-ce que vous répondez? Une autre question, est-ce que vous faites signer à la patiente un papier comme quoi la correction de la douleur n'est pas à 100%? Ah non. Non, je leur explique, c'est-à-dire une fois que je discute bien avec elles, je leur explique que sur des endométrioses sévères comme ça, la chirurgie apporte clairement un bénéfice. Et ça, on l'a montré sur des centaines de patientes. On a publié même récemment un papier dans Journal of Minimal Invasive Gynecology où on a montré que plus la lésion est importante, plus les patients sont améliorés. Donc là où la chirurgie est peu efficace, c'est sur ces patientes avec des IRM qui montrent petit épaississement des US, enfin des signes assez discrets. Là, la chirurgie est plus aléatoire. Et sur des grosses endométrioses comme ça, on a vraiment 90% au moins d'amélioration très importante. Et bien sûr, dans la feuille d'information qu'on donne aux patientes, à côté des complications, on mentionne aussi le risque que les douleurs ne disparaissent pas, voire même que le pelvis douloureux chronique, une hypersensibilité pelvienne qui peut le rendre même plus gêné qu'avant la chirurgie, mais pas par les mêmes symptômes. Juste un petit complément d'information, il y a une fiche CNGOF SSGP sur la chirurgie de l'endométriose profonde, incluant les chirurgies digestives, qui est en cours de préparation, mais actuellement cette fiche n'existe pas. Bon, après, signature ou pas, je sais que c'est très débattu sur le plan médico-légal et de la valeur d'une signature, mais en tout cas, oui, je pense que tous autour de la table ici, on informe ces patientes, on note dans le courrier médical qu'il y a un risque d'efficacité antalgique incomplète, on évoque les complications, bien sûr. Je ne sais pas si, mais en tout cas pas oui, parce que chez vous travaillez dans un système public, chez nous, dans nos pays, on travaille au cas par cas dans un système privé. On a beaucoup de problèmes médico-légaux dans ce contexte-ci. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une fiche qui devrait être élaborée et publiée, je pense, courant 2024, avec la possibilité que vous puissiez l'utiliser pour faire signer ce document. Merci beaucoup. Bon. Nathalie? Non, juste avant que Horace réponde à la question. Merci beaucoup Horace, Nathalie Massin. Juste pour rebondir pour deux choses par rapport à la préservation de la fertilité pour cette jeune femme. La première chose, c'est que il y a des données médicales solides qui montrent que le taux d'aneuploïdie chez les jeunes femmes est plus important. Donc il y a certainement un âge avant, trop tôt pour le faire dans ces cas-là. Oui. Et donc très probablement, c'est pour ça que les 22 ans ont été notés. On a un meilleur taux d'euploïdie, donc on a une meilleure qualité ovocitaire. Alors l'âge seuil n'est pas évident, mais en tout cas certainement 20 ans c'est trop jeune. Et donc attendre 22 ans, je pense que c'est effectivement pas mal, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est par rapport au bilan de réserve ovarienne. Donc on n'est pas obligé d'attendre le 3e jour. L'AMH, on peut la doser à n'importe quel moment du cycle. Il y a une variation statistique, mais qui n'a pas de signification clinique. Et on peut aussi faire l'AMH pour avoir la réserve sous pilule. Donc cette jeune femme, elle souffre depuis longtemps, ne pas hésiter. Par contre, on sait que sous contraception, qu'elle soit uniquement progestative ou œstroprogestative, il y a une diminution de 15 à 20% des marqueurs de la réserve, que ce soit échographie ou AMH, donc en tenir compte bien sûr dans l'évaluation. Oui, tout à fait. Quelle que soit la pilule. L'histoire avec les aneuploïdies, je les ai apprises lors du staff. Donc j'ignorais ça, parce que pour moi, historiquement, c'était que les femmes étaient, pendant toute l'histoire de l'humanité, elles avaient leur premier enfant à 15, 16, 17 ans, donc je pensais que c'est l'âge la plus optimale. Et je me suis trompé, hein, donc effectivement. Et après, concernant la réserve ovarienne, pourquoi j'ai demandé J3? Parce que j'ai pensé que l'AMH tout seul est peut-être pas suffisamment précis, parce que je me rappelle que Michael Greenberg m'a montré une fois une courbe où l'AMH montait jusqu'à l'âge de 20-22 ans. Et après, il y avait un plateau. Donc, j'avais compris qu'avant 20 ans, on peut être trompé par une valeur plus basse de l'AMH, mais en fait, c'est la valeur physiologique pour l'âge. Et donc, je voulais avoir une image un petit peu plus globale, effectivement. Et donc, Horace, la question de la collègue en salle, c'était pourquoi plus une pilule que du Dienogest pour cette patiente? Ah, mais pour moi, le Dienogest, c'est une pilule, hein, et c'est ça que je lui ai donné. Et moi, quand je dis pilule, c'est progestatif, donc je me suis mal exprimé. Donc, c'est Dienogest que je lui ai proposé.
Peut-être que la question... Il y a une dizaine d'années, j'avais participé, j'étais investigateur dans Visado. C'était une étude sur les ados et j'avais vu 3 ados à Rouen tous les mois pendant 1 an. Et effectivement, ils étaient bien améliorés. Horace, après, on reste à le risque de déminéralisation osseuse pour les plus jeunes. Hein. Tu sais, dans Visado, elles ont entre 15 et 18, 15 et 19. Et quand tu regardes... Mes ados avaient perdu un petit peu, c'était de l'ordre à 1%, mais pas plus. À 1 an, ils étaient à moins 1% ou quelque chose comme ça. Propose-nous ton deuxième cas, Horace, si tu en as un deuxième. Oui. Alors, le deuxième cas, il est... pardon, excusez-moi. Le deuxième cas est différent. Je reviens sur vous partager. Donc on est chez une femme qui a cette fois une endométriose très sévère et avec un désir de grossesse. Donc c'est une femme de 30 ans nullipare qui en février 2022 a présenté brutalement donc une douleur avec une découverte par échographie d'une hydronéphose gauche. Et bien sûr, elle a eu tout de suite une insertion de Gigi. Elle a été mise sous analogue, elle a fait une IRM et donc on a vu qu'il y avait une grosse endométriose du paramètre et une infiltration rectale et des petits endométriomes. Ensuite, 1 an plus tard, elle était suivie dans un établissement de proximité. Et donc, le chirurgien a décidé de lui proposer une chirurgie parce que la patiente voulait aussi une grossesse, pensait que c'était le moment de tenter une grossesse. Et donc, il a eu une tentative de chirurgie qui a été pratiquement devant l'étendue des lésions, a été limitée plutôt au niveau des trompes ou des ovaires. Apparemment, je n'ai jamais eu de compte rendu opératoire. Et donc, suite à ça, on lui a conseillé de tenter une grossesse. Ce qu'elle a fait pendant 7 mois sans succès. Et on lui a retiré la sonde Gigi, toujours sans comprendre très bien pourquoi, parce que l'urétère n'avait pas été décompressé. Et avec une nouvelle IRM réalisée 6 mois après la chirurgie qui montrait de nouveau une hydronéphose, donc de nouveau reprogrammée pour une montée de son Gigi. Cette patiente, tant qu'elle n'a pas eu la pilule, elle était quand même très symptomatique. Donc il avait un arrêt complet des selles pendant les règles, avec un ballonnement abdominal et une dyspésie, donc elle faisait des gros efforts pour déféquer, mais sans beaucoup de succès. Douleur dans la fesse gauche et une dysparénie profonde. La MH qui avait été posée, elle était bien. Elle n'avait pas rencontré encore une étude d'AMP. Et donc, elle a senti, après 2 ans, elle a senti qu'elle n'avance pas, qu'elle tourne un petit peu en rond, et elle a sollicité un deuxième avis. Alors, à l'IRM, on voit ce type d'endométriose qui est vraiment très évolué, donc avec une infiltration bilatérale des paramètres, à droite comme à gauche. Donc j'avais dit plus à droite qu'à gauche, mais en fait je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que des deux côtés c'est infiltré. À droite un petit peu en latéral, à gauche un petit peu vers le plexus sacré, avec un nodule rectal volumineux qui avait grossi par rapport à un IRM réalisé 2 ans auparavant, et une sténose urétérale gauche très serrée. Elle avait également eu un scanner qui montrait presque, Euroscanner qui montrait presque un arrêt au niveau de la sténose. Et donc la question qui se pose, quoi proposer à cette patiente qui a une première chirurgie, tentative de chirurgie clairement n'a pas été complète, qui a une sonde Gigi depuis grosso modo 2 ans et qui a tenté une grossesse naturelle pendant 7 mois avec qu'elle a arrêtée elle-même à cause des douleurs. Sofiane? Une réserve normale et donc 30 ans. Horace, j'ai la réponse parce que je t'ai vu l'opérer brillamment, donc je vais laisser la place à Pierre. Non mais ton avis ne compte pas. non. Et Sofiane, tu dis bien. J'ai 2 questions, excuse-moi si je n'ai pas tout écouté. Sur le traitement médical actuel, elle est sous Genogès, c'est ça que tu as dit?
Elle était sous analogue. D'accord. Quand je l'ai vue en consultation, elle était sous analogue. D'accord. Je reprends la remarque à peu près, elle était clairement améliorée par rapport à la période. Elle avait encore des douleurs jusqu'à l'hémitrophone, c'est clair, un peu de douleur dans la fesse, mais il avait une amélioration sous analogue. Je reprends la remarque de Christine tout à l'heure qui me semble pertinente sur le plan de sa prise en charge algologique. Elle a déjà été, j'imagine, pris en charge par ton équipe de la douleur et qui a mis tout en place pour essayer d'améliorer sa qualité de vie. Elle n'avait pas vu une équipe de la douleur dans les 2 ans donc avant que je la voie. D'accord. Donc après, ça c'est les deux remarques que je ferai sur le plan médical. Après sur le plan chirurgical, là clairement, au vu de la sonde urétérale, de la dilatation pémocalicielle, il y a une indication pour moi qui me paraît formelle du fait du risque d'insuffisance rénale et d'impact sur son parenchyme rénal. Donc clairement, oui, ça me paraît licite d'envisager un projet chirurgical. Concernant le type de geste sur le plan urologique, bien sûr, et j'imagine que tu l'as sollicité un collègue urologue, puisque vraisemblablement une urétérolyse, même si c'est toujours difficile pour nous de dire si une urétérolyse sera possible, suffisante, et que forcément il y a un risque important pour elle de réimplantation urétérovésicale. Après, sur la faisabilité, elle a une atteinte rectale associée, tu l'as bien montré sur le bilan. La seule question que je posais, je ne sais pas si tu peux revenir un petit peu en arrière, et je pose la question au radiologue parce qu'on évalue toujours ça, c'est la faisabilité de la chirurgie sur le plan utérin. Et est-ce qu'elle avait une adénomyose externe associée importante ou pas? Je ne sais pas si... Mais pas utérin. Petite adénomyose externe quand même au-dessus du vagin, là, on voit qu'il y a une petite adénomyose externe. Là, la particularité de ce dossier, c'est vraiment l'atteinte latérale, la lame sacrogénitale avec l'infiltration probablement des racines sacrées du plexus hypogastrique. Et tu peux nous parler de l'artère utérine là-dedans? Ouais, l'artère utérine, notamment dans le paramètre, elle va croiser. Là, sur juste ces images arrêtées, c'est un petit peu plus difficile parce que le nodule est là et l'artère utérine elle est un peu plus antérieure dans ce cas-là. Mais effectivement, le nodule d'endométriose peut infiltrer les vaisseaux. D'une part, l'artère utérine, elle peut infiltrer les artères iliaques quand c'est très latéral aussi. Voilà, et puis il y a vraiment l'atteinte nerveuse qu'on retrouve avec dans le paramètre le plexus hypogastrique, les racines sacrées. On peut avoir les atteintes dans la fossette ovarienne un peu plus haut, on a le nerf obturateur qui passe et on voit très bien quand on les recherche dans les grosses atteintes des infiltrations du nerf obturateur. Et après plus bas c'est beaucoup plus rare, les nerfs pudendaux c'est plus rare, ou les nerfs obturateurs internes plus bas c'est des choses qu'on voit quand même plus rarement. Et après, l'autre remarque en lien avec ce que tu viens de dire, si donc tu dis que sur le plan utérin, la chirurgie est envisageable sans devoir abîmer l'utérus par rapport à une adénomyose qui serait trop importante. La deuxième question que je posais, Horace, c'est puisque tu dis qu'elle a une atteinte bilatérale des 2 paramètres, il n'y avait pas de symptomatologie urinaire à type d'atonie. Est-ce qu'elle a eu un bilan urodynamique préopératoire qui aurait décelé une atonie vésicale préexistante et qui serait aussi un point abordé avec elle en préopératoire sur ce risque d'atonie vésicale post-op? Et je lui ai posé la question si à un certain moment elle est obligée de pousser ou de pencher ou le G est faible. Elle m'avait répondu non. Donc du coup, je n'ai pas fait plus d'investigation dans ce sens. Donc voilà, donc en conclusion... a priori, sûrement, il n'y avait pas d'atonie vésicale au moment de la consultation. Et avant la consultation. Donc Sofiane, moi je proposerais pour elle poursuite traitement médical, une prise en charge algologique préopératoire avec le temps qu'il faut pour envisager une désensibilisation, envisager donc une chirurgie avec consultation de chirurgie digestive, consultation d'urologie, plus ou moins bilan urodynamique, bien sûr un passage en RCP là pour le coup pour valider cette chirurgie, et donc chirurgie par voie célioscopie, éventuellement robot assisté. Pour du fait de la technicité des structures à faire si en particulier il y a une réimplantation urétérovésicale, et bien sûr de la laisser sous traitement en post-opératoire. Est-ce que dans la salle il y aurait des collègues, et sûrement il y en a, qui proposeraient un anneau plus fécondation in vitro pour privilégier la fertilité et laisser la chirurgie pour après la grossesse?
elle avait déjà eu une prise en charge AMP au départ, non? Non, elle a eu une consultation. D'accord. Elle a rencontré un spécialiste AMP qui lui a parlé d'une fécondation in vitro, mais sans se prononcer si c'est avant ou après la chirurgie. Donc, elle dit que selon lui, la fécondation in vitro serait envisageable, mais sans imposer un timing. Dans la salle. Je suis sûr qu'il y a des équipes, on sait bien qu'il y a des équipes qui proposeraient garder la sonde Gigi et sous analogue où les douleurs sont supportables pour faire la fécondation in vitro. Est-ce que dans la salle, il y a... Alors, on va demander l'avis de Nathalie, puis après, on va interroger la salle. Alors, à partir du moment où il y a vraiment une complication rénale et que cette patiente est jeune, je pense que pour moi, je suis d'accord avec Pierre, ça ne se discute pas, l'indication chirurgicale, rien que de ce fait-là. Et préalable à la FIV, parce que la FIV ne va rien améliorer. Moi, j'ai une question, Horace. Qu'est-ce que tu ferais si bilan anémique était vraiment très perturbée et qu'elle avait une atonie vésicale préexistante? J'ai pas compris. Donc, s'il y a une atonie vésicale... Ouais, c'est ça, ouais. Quelle serait ton attitude? Est-ce que tu remets en cause le projet de chirurgie si elle a une vraie atonie vésicale pré-op? Non, s'il y a une atonie vésicale, pour moi, c'est une indication de chirurgie pour essayer c'est la seule solution pour essayer de la reverser. C'est-à-dire, si elle pousse déjà, je pense que pour moi, c'est une indication opératoire pour essayer de la sauver des autosondages définitifs, parce que j'ai plusieurs patients qui étaient sous autosondage et elles sont venues avant toute chirurgie. C'est-à-dire, l'endométriose, elle peut détruire les fines fibres nerveuses des nerfs platiniques. Et pour moi, la dysurie, c'est une indication chirurgicale. Donc oui, ça aurait renforcé ma conviction qu'il faut l'opérer. Il y a quelques... Je crois que c'est vraiment le dossier typique où je pense que l'indication chirurgicale de l'endométriose aujourd'hui, c'est la fonction bien au-delà de la question de la douleur. La question de la douleur est aléatoire, il y a des aléatoires énormes, on le voit dans ce dossier, avec les larmes utérosacrées qui sont un risque sur le nerf extrêmement important, et que la question par contre de préserver des fonctions vitales telles que la fonction rénale est là prime sur l'indication chirurgicale. Je crois que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de discussion. Je remercie de cette remarque, mais justement on pourrait discuter parce que j'ai eu le cas d'une patiente qui a été prise en charge par une équipe d'urologie et qui a eu une réimplantation urétérovésicale seule. Ouais, donc, en suivant votre raisonnement, l'équipe a forcément fait son job pour préserver la fonction. Par contre, cette patiente, elle a gardé une symptomatologie majeure. Alors, à ce jour, elle n'a pas été opérée, donc je ne peux pas vous dire si la chirurgie va être salvatrice ou pas pour elle. Mais en tout cas, voilà, si on raisonne sur ce point de vue-là, et moi je pense que c'est un raisonnement qui peut être dangereux parce que cette patiente qui sera probablement réopérée sera dans une situation chirurgicale beaucoup plus complexe parce qu'elle a déjà eu cette réimplantation. Je ne sais pas ce que tu en penses pas. C'est difficile de revenir après opérer la paramètre une fois que tu as eu la réimplantation. C'est hyper difficile. Ça augmente la difficulté de la chirurgie, mais terrible. Ça devrait être interdit. Une réimplantation. Je pense que je me suis mal fait comprendre, excuse-moi de reprendre le micro. Je pense que la chirurgie d'endométriose doit être le plus complète possible, associée à la libération de la fonction. Ce que je veux dire, c'est que dans les situations où il y a une fonction qui est altérée, ça augmente l'indication chirurgicale par rapport à des situations où les fonctions ne sont pas altérées. C'est-à-dire que c'est une question, mais la chirurgie, elle doit être une chirurgie d'endométriose, c'est pas une chirurgie de réimplantation simple, je suis d'accord avec vous. Vous voulez dire que le fait qu'il y ait une complication urologique, c'est une indication formelle là, dans cette situation? Complètement. Mais messieurs, je n'avais pas réagi par rapport à ce que vous avez dit, parce que je suis tout à fait d'accord, j'avais réagi à ce que disait Pierre, que de temps en temps, on a des patientes avec le module en place, et par-dessus, on a réimplanté l'urétère, ce qui rend très difficile l'accès. J'étais tout à fait d'accord avec vous. Donc j'avais réagi à ce que Pierre avait dit auparavant. Donc j'étais absolument d'accord avec ce que vous avez dit. Il est 12h25. La salle est pleine. On va peut-être faire un petit dernier avant de vous laisser.
Je vous dis ce qu'on a fait. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, sur tous ces arguments, sur la réserve ovarienne normale, voilà, je lui ai proposé une chirurgie qui a eu lieu le 1er mars, que j'ai transmis en live dans un congrès où Sofiane était modérateur, c'est pour ça qu'il sait ce qui a été fait. Et donc, nous avons réalisé une exérèse complète du paramètre gauche avec libération du plexus sacré, sacrifice du plexus hypogastrique inférieur gauche et des nesses laryngiques de la vessie, exérèse large du vagin qui était infiltré sur 4 cm, exérèse discoïde du rectum, donc on a pu faire une exérèse discoïde très correcte, une réimplantation et une exérèse du paramètre de côté droit, mais avec préservation du plexus gastrique inférieur. Donc les suites ont été simples. La patiente a eu une sonde vésicale pendant 11 jours. On a enlevé la sonde vésicale en hospitalisation pour contrôler les résidus, parce qu'il n'y a rien de pire que laisser partir une patiente avec une vessie atome quand on a fait une résection, une suture rectale et une réimplantation. Et donc, on a constaté sur 3 mictions que la vessie se vidait bien. Donc, nous sommes 14 jours après l'ablation de la vessie, tout se passe bien. Donc, c'était une intervention qui a bien marché. La patiente n'a plus mal. Donc, elle est vraiment en bonne forme. J'ai laissé l'IRITA pendant 3 mois parce que le fait de disséquer le plexus sacré, souvent, ça entraîne un édème nerveux qui... les patients ont parfois des fourmis, des douleurs, des paresthésies dans la fesse et dans le périnée et dans le membre inférieur. Apparemment, l'IRITA contrôle très bien ce symptôme, la patiente elle est bien. J'ai une question. Et bien sûr, on a fait une salpingectomie bilatérale, donc la fécondation in vitro sera réalisée après la chirurgie, mais la chirurgie n'a en aucun cas diminué les chances de succès de cette fécondation. Micro-question sur la photo, on reconnaît les instruments du robot. Aujourd'hui, ton taux d'utilisation du robot sur la chirurgie d'endométriose complexe? Moi, j'ai une activité robotique qui est à peu près... Enfin, j'ai une journée robotique, une journée célioscopique par semaine. Je passe en robot tout ce qui est bas moyen rectum, donc c'était ce cas. Tout ce qui est plexus sacré nerf sciatique, c'était ce cas. Tout ce qui est réimplantation, c'était ce cas. Tout ce qui est diaphragme. Okay. Donc, pratiquement une moitié des patientes passent en chirurgie robotique parce qu'une moitié des patients ont une de ces localisations.